Hello guys, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors déjà on a un nouveau décor, enfin un nouveau décor. J'ai pas de décor mais je peux filmer maintenant sur ma table parce que ça y est, j'ai mon meuble. Alors que là j'avais tout le temps du bordel, j'avais mes cartons, j'avais ma poubelle jaune et tout. Tout est caché là-dedans. Bon, j'ai encore la télé, elle me saoule mais je peux pas l'enlever, enfin trop la flemme de l'enlever. Donc quand vous verrez cette vidéo, le lendemain, ce sera mon anniversaire. Oui, ça vient pour mon anniversaire de faire 10 choses que je me souhaite. J'ai jamais vu cette vidéo nulle part, ça doit sûrement exister, mais je trouvais ça intéressant de faire un peu en mode self-love, pour son propre anniversaire, de s'apporter un petit peu de joie et de bienveillance quoi. Parce que souvent c'est les autres qui nous souhaitent, mais est-ce que nous on se souhaite? Non. Bref, voilà, vous avez capté un peu le délire. Donc voilà, alors moi je vais avoir 19 ans, ça me fait hyper bizarre. J'ai envie de me dire que demain j'ai 19 ans, je sais pas, en fait j'ai l'impression que je grandis énormément. En fait j'ai l'impression d'avoir plus que 19 ans, j'ai l'impression d'avoir tellement vécu de choses. J'ai un enfant, j'ai déjà fait plein de choses dans ma vie, etc. J'ai vécu beaucoup de choses à mon échelle, selon moi, quoi. Que j'ai l'impression, enfin moi franchement j'ai l'impression d'avoir 26, quoi. Alors que, bon voilà, je vais avoir 19, quoi. Là j'ai encore 18 ans. Depuis que je suis petite, ça fait trop la meuf de dire ça, genre je me sens en décalage, nanana. Mais je me sentais quand même en décalage. Bon, il y a bon nombre d'enfants qui se sentent en décalage avec leur âge, mais voilà. J'ai toujours rêvé quand j'étais petite d'arriver à cet âge-là, genre 17, 18, 19 ans. Et en fait, je me rends compte que j'ai un peu la vie que je rêvais d'avoir quand j'étais enfant. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Mais voilà, du coup, je me sens un peu bizarre. Enfin, je pense que c'est quand je vais avoir 20 ans que ça va me faire bizarre. Mais en fait j'ai l'impression, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 26 ans. Je sais pas pourquoi, mais 26, genre, je me sens pas 18 ans. Ça fait pas que 18 ans que j'existe quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est trop bizarre. Depuis que mon père est mort, j'ai un peu une relation bizarre avec les anniversaires. Là, ça va mieux, mais je pense les 4 premières années, à chaque fois que c'était mon anniversaire, ça me saoulait. Genre, je me disais, il manque quelqu'un, il manque mon père. Même si mon père, j'ai fait mon deuil, etc. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci. Et dans les événements comme ça et tout, j'avais perdu un peu ce truc de l'anniversaire, etc. Je fêtais plus, enfin voilà, genre ça me saoulait, je voulais que mon anniversaire il se passe le plus vite possible et tout. Et j'ai repris un peu ce goût aux anniversaires, etc. Et c'est d'aller à l'anniversaire des 20 ans d'une copine qui m'a fait me dire, bon, ok, moi aussi je veux faire une fête pour mes 20 ans. Puis là, je prévois déjà et tout pour mes 20 ans, mon anniversaire et tout. Mais j'ai l'impression que je vais pas avoir 20 ans, j'ai l'impression que je vais avoir plus. Donc je vais partager avec vous la liste que j'ai faite des choses que je me souhaite pour mon anniversaire des 19 ans. Et en même temps ça fera un peu rétrospective sur cette année-là, sur ma vie, etc. Donc voilà, ce sera intéressant, j'espère. Alors la plupart des choses c'est des choses que j'ai commencé à faire, que je fais et que je veux continuer à faire, etc. La première chose c'est continuer de retrouver mon corps et revenir en fait dans l'ancrage, un petit peu sur terre, dans mon corps, etc. Fusionner avec mon propre corps parce que j'ai tendance à être énormément dans le mental et avoir énormément de mal à connecter avec mon corps, etc. Donc le sport ça a été très compliqué pendant un bon moment. Et en fait là j'ai repris la danse 2 fois par semaine, donc ça fait 3 heures de danse environ par semaine. Et en fait je me sens incroyablement bien à chaque fois que je vais danser parce que la danse et le mouvement du corps en général, ça a la capacité de release, de faire sortir les énergies quoi. Particulièrement l'énergie dans les hanches, pour moi c'est très important parce que c'est relié au chakra sacré, etc. Donc hyper important pour moi de travailler là-dessus parce que je suis pas ancrée en fait. Je suis pas beaucoup dans mon moment présent, je suis beaucoup dans l'intellectualisation, etc. Ça c'est un truc que j'ai travaillé avec différents thérapeutes. L'ancrage, il faut absolument que j'apprenne à me remettre sur terre. Et la danse c'est hyper bien, enfin le sport en général c'est hyper bien pour ça. J'avais recommencé un petit peu la course, etc. Bon là ça fait un moment que j'y suis pas allée. Quand j'ai le temps je vais aussi au fitness à la même association que la danse. Et ça me fait énormément de bien, genre de reconnecter avec mon corps, de sentir que j'ai des courbatures, etc. 3-4 ans je voyais un peu le sport comme un peu un ennemi, parce que j'étais un peu traumatisée du sport, voilà. Et voilà, donc je me souhaite vraiment de continuer le sport, de me muscler, de vraiment voir ça comme un travail en fait avec mon corps. Parce qu'en revenant dans mon corps, je reviens aussi dans le moment présent, je reviens aussi dans le monde réel quoi, et pas dans le monde des projections, dans le monde de l'anticipation, etc. Je me sens beaucoup plus heureuse depuis que j'ai repris le sport. Et voilà, après cet hiver il y aura le ski et tout, je vais être encadrante d'un groupe de petits tous les mercredis, enfin il y aura 6 mercredis je crois, ça dure 6 semaines, un truc comme ça, et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai entamé un chemin de la diffusion. De toute façon, je n'ai pas eu trop le choix que de le faire. Puis ma rupture, voilà, j'ai toujours été en fusion avec tout le monde, que ce soit ma mère, mon ancienne meilleure amie, mon ex, etc. Tous mes ex, en fait, à chaque fois que j'ai une relation, je rentre en fusion. Même des petites relations qui durent que quelques semaines, je rentre en fusion avec la personne pendant les quelques semaines. Et j'aimerais bien, en fait, apprendre à vivre sans cette fusion-là, à vraiment accepter le manque, en fait, le manque de qui, le manque de personne, juste le
le manque d'affection, le vide affectif qui se crée, le vide de sens, etc. Parce que j'ai tendance à avoir la pensée que si je ne partage pas avec une personne en particulier, etc., ça vaut pas la peine d'être vécu un peu si c'est pas pour partager avec quelqu'un, etc. Donc juste de continuer, voilà, ce chemin-là que j'entame et que je vous documenterai aussi prochainement vers ce chemin de sortir de la dépendance affective. Enfin, on est tous un peu dépendants affectifs, ça, voilà, c'est un fait parce qu'on est des êtres humains, à une certaine intensité, et l'intensité à laquelle j'étais, et je suis encore actuellement, ne me plaît absolument pas, et j'ai envie de sortir de ça, d'apprendre à pouvoir vivre par moi-même, parce qu'en soi, je peux vivre par moi-même, ça, je sais le faire, j'ai toujours su le faire, mais j'aimerais bien apprendre à vivre par moi-même sans que ce soit pesant, sans que je sois dans le constant besoin d'aller chercher quelqu'un avec qui partager, etc. Que ce soit en amitié ou en amour, hein. J'ai commencé, mais c'est un parcours qui est très très compliqué pour moi en ce moment. De toute façon, je suis forcée de le faire parce que, voilà, pour la plupart, j'ai un peu raconté ce qui se passait avec Arthur en ce moment. Mais voilà, je suis forcée en fait d'apprendre à lâcher prise et de défusionner complètement. Et en fait, ça me plaît pas qu'à chaque fois j'aille essayer de fusionner avec n'importe qui. Enfin, pas n'importe qui, vous avez capté, mais de faire en sorte que la vie sans relation amoureuse soit moins pesante pour moi. Parce que c'est de la souffrance à chaque fois, et même si j'ai pas envie de me couper totalement des relations amoureuses, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon fonctionnement, etc. J'aimerais rendre ça moins douloureux, être moins dans l'attente en fait, d'être dans le partage constant, etc. Voilà, donc je vais mettre un petit peu des choses en place là prochainement, je vais un peu partir pour me reconnecter avec moi-même, me prouver aussi à moi-même que je peux vivre seule et je peux profiter de la vie seule, mais je vous montrerai, on en reparlera. Ensuite, je me souhaite de continuer ma guérison avec l'argent, donc j'en ai parlé dans ma FAQ, il y a 2 vidéos de ça. J'ai eu une éducation financière assez paradoxale parce qu'on n'a jamais été dans le manque ou quoi que ce soit, on a toujours été très très bien financièrement, mes 2 parents étaient militaires, etc. Et ce que je disais, c'est qu'on a toujours été éduqués dans la restriction, dans quasiment presque le manque en fait, comme si on n'avait pas assez d'argent pour vivre, alors que bah, c'était absolument pas le cas. Et du coup, avec mes sœurs, on a grandi dans cette énergie de peur du manque, et ça a créé beaucoup d'angoisse chez moi, ça a créé beaucoup d'envie de devenir indépendante, de surtout me fixer des restrictions quoi au niveau financier, etc., me fixer des objectifs. Alors en fait, je suis fière de moi parce que malgré l'éducation financière que j'ai eue, j'ai pas envie de faire un max d'argent dans la vie. C'est pas un truc qui m'attire de ouf, voilà, d'être supra méga riche et tout. Parce que si c'était le cas, déjà, je ferais beaucoup plus de collaborations, en sachant que je fais vraiment très peu de collaborations pour ce que je pourrais faire et pour l'argent que je pourrais gagner. Je pense que je gagne même pas un tiers de ce que je pourrais gagner si je m'y mettais vraiment à fond dans les collabs, etc. Mais en fait, ça m'intéresse pas trop. J'ai juste envie d'être bien, de pouvoir profiter comme je veux, surtout d'être libre. En fait, moi, c'est pas d'être supra riche si je dois si je dois travailler énormément, avoir tout le temps une énorme charge mentale, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste être bien, pouvoir être libre, de pouvoir partir en voyage quand j'ai envie de partir en voyage, de pouvoir m'occuper de mes enfants, de pouvoir profiter de mon travail aussi. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'offre en fait l'influence. Je suis contente en fait de l'évolution que je fais par rapport à l'argent, parce que je sais que ça a été compliqué pendant un moment, mais là je trouve que je gère très bien et je me souhaite que ça dure, et je me souhaite de rester dans cette vision de l'argent, de pas d'avarice, pas d'obsession avec l'argent, etc. Je me souhaite vraiment de rester dans cette ouverture à l'argent, que l'argent c'est vraiment, déjà l'argent pour moi est dans un peu la sphère spirituelle et tout, ce n'est qu'énergie, et l'argent ça rentre, ça sort. Moi j'ai envie de le voir comme ça rentre, ça sort en suivant nos priorités, en suivant là où est-ce qu'on place notre énergie, c'est ça aussi qui est important. Mais je me souhaite vraiment de réussir à sortir complètement de cette peur du manque et de cette restriction un petit peu, même au niveau de la nourriture, etc. Alors quand je dis ça, on dirait que bon, voilà, j'ai des problèmes, mais non, ça va beaucoup mieux, franchement, ça va beaucoup mieux. Et juste, je me souhaite que ça dure, et je me souhaite, voilà, de rester dans l'abondance, quoi. Que ce soit simple au niveau de l'argent, parce que je sais que ça peut ne pas l'être, et courage vraiment à tous ceux qui galèrent avec l'argent, parce que franchement, je vous envoie tout mon soutien. Voilà. 4e point, je me souhaite vraiment de continuer aussi longtemps que possible, et aussi longtemps que j'en ai envie, d'être sur les réseaux sociaux, de continuer d'assumer mon authenticité, malgré les critiques, etc. Malgré le fait que j'ai perdu des personnes à cause de ça, des personnes très importantes, parce que je partageais, c'était pas en accord avec leurs valeurs, etc. Que ça a miroité en fait des choses que eux n'aimaient pas dans leur propre vie, chez eux, etc. J'ai perdu quelqu'un, alors on n'était pas hyper proches non plus, c'était pas une perte énorme où j'ai dû faire un deuil et tout. C'était un copain, voilà, que j'aimais bien, qui en fait m'a supprimé de partout. On se parle plus depuis et tout, même si on se parlait pas beaucoup, mais enfin bref, vous avez compris, c'est dans l'esprit, c'est dans l'estime, c'est dans le lien invisible, enfin vous voyez, bref. Parce qu'en fait, je sais pourquoi. Il voulait pas me dire parce qu'il m'a dit non,
voilà, ça m'appartient et tout, mais je savais très bien pourquoi c'était. C'est que le fait qu'on se soit séparés jeunes avec Arthur et que je promeuve ça entre guillemets, je le promeuve pas du tout je trouve, mais le fait d'avoir un enfant jeune, de se séparer, etc. Lui ça a miroité chez lui en fait le fait que ses parents s'étaient séparés, qu'il avait très très mal vécu, même si c'était beaucoup plus vieux, enfin je crois qu'il avait 12 ans, un truc comme ça, enfin c'était assez vieux, je sais, bref, j'en sais rien. Mais je sais qu'il l'a très mal vécu et qu'il en a voulu à ses parents, enfin qu'il en a voulu vraiment à la vie tout court en fait d'avoir vécu ça. Et je sais que ça l'a directement touché en fait, et qu'il m'a dit, moi ça me plaît pas en fait genre ton contenu sur les réseaux parce que voilà, et je sais que c'est pour ça. Mais je me souhaite quand même de malgré ça, malgré que je puisse perdre des personnes, etc., de continuer en fait d'être sur les réseaux parce que je vois que les gens ne voient pas dans les commentaires, parce que la plupart des gens qui me regardent ne commentent pas, ou alors ils m'envoient des DM. J'ai beaucoup de... Ce qui devrait être en commentaire, souvent les gens m'envoient en DM. Et du coup c'est chiant parce qu'on peut pas répondre sans que ça lance une conversation, mais on n'a pas forcément, nous en tant que créateurs de contenu, envie de lancer une conversation qui va durer, il va falloir répondre, ou alors tu cales un vue, ou alors tu laisses en remis la personne. Franchement les gars, si vous voulez dire quelque chose sur une vidéo, etc., utilisez l'espace commentaire, pas les DM Insta, parce que combien de DM Insta je reçois en mode oui ta vidéo m'a énormément touché, m'a énormément aidé parce que si, parce que ça. Les gars, l'espace commentaire ça sert à ça, même si vous avez pas envie qu'on voit votre commentaire etc, je comprends, dans ce cas là mettez-vous en anonyme, j'en sais rien, mais si vous attendez une réponse de notre part, enfin moi des fois j'aimerais bien répondre aux DM des gens qui me remerciaient de ça pour les remercier en retour d'avoir regardé, je suis contente que ça leur plaise, que ça leur fasse du bien et tout, mais le truc c'est si je réponds, ça lance une discussion, ça prend tout l'espace dans mes DM, après j'ai 100 millions de messages, il faut que je réponde parce que ça like mon commentaire, enfin ça like mon message aussi ou ça, et en fait c'est prise de tête de ouf, alors que l'espace commentaire c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net, t'y vas quand tu choisis, tu réponds si tu choisis, etc. Il y a pas cette histoire de vue, de machin. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour nous créateurs, je pense. Les gars, utilisez l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et moi, je regarde tout. Je regarde plus mon espace commentaire que mes DM. Enfin, je réponds plus à mon espace commentaire que mes DM. Mes DM, je les regarde tous, mais je peux pas répondre à tous, c'est impossible. Et bref, voilà, ça c'est le petit truc. Mais voilà, je me souhaite vraiment de continuer les réseaux, de continuer d'avoir la force et tout, même si ça ne plaît pas à mon entourage et surtout à des... je sais que ça plaît pas à des personnes qui sont très proches de moi, hein. Arthur par exemple. Je sais que ça lui plaît pas et je sais que c'est un des éléments qui fait que il voudrait potentiellement pas se remettre avec moi parce que je partage tout, que c'est compliqué pour lui de vivre ça, etc. Mais quand même, je me souhaite de réussir à continuer tant que j'en ai envie parce que je vois le bien que ça fait. Peut-être que les gens ne le voient pas parce que c'est en DM, c'est entre les gens qui me suivent et moi la plupart du temps. Mais moi je le sais, je suis très fière et que je suis très contente de ça parce que ça me nourrit profondément. Ça m'apporte énormément de reconnaissance et voilà, et j'en suis hyper contente, hyper fière et c'est un échange en fait entre vous et moi, vous qui me regardez, je vous connais pas personnellement, je sais pas comment vous appelez et tout, et moi vous connaissez quasiment tout de moi si vous me suivez assidûment parce que je partage vraiment tout sur ma vie. Mais ça reste un échange en fait, même s'il est pas égal, qu'il est pas le même, parce que moi je m'intéresse pas à vous. Mais ça me renvoie énormément de choses, ça me fait aussi énormément travailler sur moi quand je reçois des commentaires qui sont plus ou moins positifs, même des positifs, ça me fait énormément travailler sur moi. Mais ça m'apporte énormément de choses en retour et j'en suis hyper contente. Et j'espère que ça durera parce que ça m'apporte aussi une stabilité financière, ça m'apporte aussi beaucoup de liberté, je suis très libre de faire ce que je veux et à cet âge-là c'est hyper rare en fait et j'en suis hyper reconnaissante de ça. Voilà, donc je me souhaite que ça dure. Tout simplement. En 5, je me souhaite de continuer à développer mes compétences de thérapeute, de continuer de me former, de continuer d'expérimenter et je me souhaite aussi d'assumer ma légitimité à exercer, même si je n'ai pas de diplôme. Voilà, j'ai pas fait de master, je suis pas psy. Voilà, il y a énormément de thérapeutes maintenant qui ne font pas les études de psy et qui sont quand même thérapeutes et qui sont très efficaces et qui sont totalement reconnus dans leur milieu. Et donc là, pour ceux qui savent pas, moi ça fait depuis janvier que je me suis lancée dans cette activité d'accompagnement, etc. Et en fait, j'en suis hyper contente. Alors j'ai pris une sauce hein, sur TikTok parce que je disais que je faisais des consultations. Oh my god. Le truc à ne pas faire vraiment parce que les gens ils ont vu le mot consultation en mode c'est vraiment un terme pour les psys quoi, mais vous savez qu'on peut faire des consultations en marketing, on peut faire des consultations en auto, on peut faire des consultations une consultation c'est juste une personne qui consulte une autre personne, c'est tout. Ça n'a pas de connotation médicale. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour consulter quelqu'un. Donc bref, je me suis pris une sauce à cause de ça. Je me suis un peu tue par rapport à cette activité-là, etc. Ça m'a pas empêché de développer une clientèle. Parce que oui, je dis clientèle aussi, alors là je me suis pris une sauce là-dessus parce que il faut dire patientèle, etc. Mais en fait, je ne suis pas psy, donc ce ne sont pas mes patients. Ce sont des clients qui viennent me consulter pour certaines compétences, pour certaines pratiques. C'est une prestation de service que je fais, c'est pas... Donc voilà, je mets pas de mots patient parce que dans tous les cas, moi, alors déjà, dans tous les cas, dans le milieu de la psy, on peut dire les deux. Il y en a beaucoup qui m'ont repris, mais on peut dire les deux. Et en fait, ce que j'aime bien avec le mot client, c'est que on responsabilise la personne qui nous consulte. Et c'est quelque chose à quoi je suis très attachée parce que ça responsabilise la personne. En fait, ça lui donne le pouvoir. Et je trouve ça hyper important que la personne qui vienne consulter
consulter soit quelqu'un qui est client de ce que toi tu peux proposer, mais qui n'est pas patient, qui n'est pas en posture d'attente, de solution et de sauvetage en fait de la personne qui le consulte. Parce que moi je ne sauve pas les gens en fait. J'ai différentes pratiques mais je ne sauve pas les gens, je ne suis pas une solutionneuse, je fais pas des miracles et surtout je ne prescris rien, je suis pas psychiatre. Donc à partir de ce moment-là, je ne dirais pas que j'ai des patients. Même si j'étais psy, je pense que je ne dirais pas mes patients parce qu'il y a quelque chose de très... J'aime pas en fait le mot patient, je vous jure qu'il y a une connotation de supériorité, infériorité, de posture d'autorité et ça me plaît pas du tout. Passer ça, donc je me souhaite vraiment de continuer cette activité autant de temps que ça me plaira et pour l'instant ça me plaît énormément et je me sens très compétente là-dedans. Je me sens reconnue aussi parce que j'ai des retours très positifs et ça me plaît énormément. Je kiffe ce que je fais, c'est vraiment passionnant, c'est un métier passionnant de faire ça. Et voilà, donc je dirais pas que j'ai lancé mon activité de thérapeute, voilà. Mais j'expérimente, j'ai une quinzaine de personnes, enfin j'ai vu une quinzaine de personnes et je pense que j'en ai une dizaine qui tournent. J'en ai qui viennent une fois par mois, j'en ai qui viennent toutes les semaines, j'en ai qui viennent toutes les 2 semaines, enfin bref voilà. Et je kiffe en fait, genre vraiment c'est hyper épanouissant pour moi et ça me permet vraiment de cadrer cette passion pour l'humain sans être dans un syndrome du sauveur à vouloir aider les gens qui veulent pas spécialement être aidés. Là les gens qui me consultent c'est des gens qui sont acteurs justement et on travaille beaucoup ça, la responsabilité de la personne dans sa propre vie, etc. Ça me passionne, surtout les couples. L'accompagnement de couple, c'est ce que je préfère. Je suis en formation thérapeute de couple, là, ça y est. C'est pas une formation qui est diplômante, bon, je vous le dis direct, mais je m'en fous, c'est une formation qui est certifiante, voilà. Mais bon, pour l'instant, j'apprends pas grand-chose, hein. C'est un peu frustrant, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais au moins, je suis en formation, quoi. Je me repose pas sur mes lauriers, je l'ai jamais fait, mais au moins, ça fait joli, quoi. Donc voilà, je me souhaite de continuer d'expérimenter et de vraiment vivre ça parce que je me sens totalement à ma place et je me souhaite vraiment d'avoir les épaules, si un jour ça me remet dans une sauce à cause de ça, d'avoir les épaules de continuer d'assumer. Voilà, tout le monde est content. Je me souhaite, en 6e point, de continuer sur ma lancée du détachement du jugement de ma mère. Parce que j'accordais, là ça va beaucoup mieux, mais j'accordais une place énorme au jugement de ma mère sur ce que je pouvais faire, où je pouvais aller, sur mon appartement, les dépenses que je pouvais avoir, ce que je mangeais, etc. Et en fait, je me rendais compte, et c'est un commentaire qui m'a fait me rendre compte de ça, sous un vlog où je montrais mes affiches là, et je disais putain ma mère un jour, enfin quand elle va voir ça, elle va rentrer, elle va faire mais qu'est-ce que c'est? Meuf, elle a dit, tu sais Clara, genre dans tes vidéos et tout, tu parles souvent du jugement de ta mère avant qu'il arrive. Bon, que tu sois juste ou pas, mais t'en parles souvent en fait, et ça a l'air de prendre une place énorme dans ton esprit, genre le jugement de ta mère alors qu'il est même pas encore arrivé. Et je me suis dit oui, c'est vrai, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, j'ai mes thérapeutes aussi qui m'ont beaucoup dit et qui m'avaient dit, je vous ai dit dans ma FAQ de partir en fait, de partir de chez moi, de prendre mon appart, mon indépendance. Et en fait, c'est vrai que ça va beaucoup mieux depuis que je mets pas des limites, si je mets des limites, pas des barrières, j'allais dire des barrières, non pas des barrières, mais je mets des limites à son jugement et surtout à la portée que ça a pour moi. Quelle place je laisse à ce jugement-là. Alors c'est pas en mode me dis rien, j'ai rien à apprendre de toi, etc. Pas du tout, mais j'entends, j'écoute, hein. Mais si je veux pas prendre, je prends pas et puis ça m'appartient et puis voilà, ça ne change pas ma valeur et si j'ai envie d'aller à contre-courant et contre ce que ma mère me dit, que je fais ça alors qu'elle m'avait dit de faire ça, et bah c'est pas grave. J'expérimente et même si je me trompe et qu'elle avait raison, bah c'est comme ça. Voilà, pas de soucis. Voilà, parce que si je me débarrasse du jugement de ma mère, si je me débarrasse de l'estime que je porte autant au jugement de ma mère, je peux me débarrasser du jugement de tout le monde. Hein. Voilà. En 7, alors j'ai je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser à une nouvelle discipline là, qui est la psychogénéalogie. Alors la psychogénéalogie, c'est l'analyse un petit peu transgénérationnelle de tout ce qui peut se passer dans une famille en remontant jusqu'aux grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et en fait, en psychogénéalogie, on dit que les traumatismes, les blessures, etc., les événements marquants se transmettent en fait de parents à enfants. Alors moi, pour ma part, j'ai découvert quelque chose. Alors, dans la psychogénéalogie, on parle aussi de la signification des prénoms. On dit que les prénoms ne sont pas du tout un hasard, même si ça peut l'être, même si ça peut être un ami qui a proposé ce prénom, qui a été pris par les parents, ou un prénom de la journée, de la fête, etc., que aucun prénom n'est au hasard. Donc Clara, ça vient du latin clarus, qui signifie clair, brillant. Et en psychogénéalogie, on dit que donc toutes les personnes qui s'appellent Lucie, Lucille, Luciole, Clara, Claire,
je sais plus qui, Clarisse, etc. C'est des personnes qui sont nées, entre guillemets, pour mettre de la lumière sur quelque chose dans la famille, etc. Alors moi, ce que je trouve encore plus intéressant dans mon parcours à moi, c'est que, alors je sais que mon prénom m'a été donné par un ami de ma mère en relation avec quelque chose de sexuel. Parce qu'en gros, voilà, au travail, je sais, enfin bref, je vais pas vous donner les détails, mais en tout cas, dans une discussion quand ils étaient jeunes, l'ami de ma mère m'a dit ah ben en rapport avec Clara Morgan, parce qu'il y avait un délire autour de mes parents sur des blagues sexuelles quoi. Bon. Donc ça a été suggéré par un ami de ma mère parce que mes parents n'arrivaient pas à s'accorder sur un prénom. Et il a dit ah ouais ben Clara et tout comme Clara Morgan. Hein. Et mes parents ont dit ok, trop bien, ben Clara, allez c'est parti. Et il y a peu de temps de ça, j'ai appris qu'il y avait sûrement un non-dit dans ma famille sur une potentielle agression sexuelle sur un membre de ma famille, je vous dirai pas qui je pense me touche indirectement ou directement du coup, on sait pas, dans ma vision de la sexualité, etc. etc. Et cette personne ne veut pas regarder ça, ne veut pas du tout aller chercher qui serait l'acteur, etc. Et alors je me donne pas du tout pour mission d'aller chercher l'info et de vas-y venir dire à tout le monde ah c'est si c'est ça j'ai trouvé là. Non, parce que pour l'instant je pense pas que ce soit ma place déjà. Mais par contre d'un point de vue personnel, j'ai envie d'aller chercher ça, d'aller voir où est-ce que ça peut se trouver, qui, et est-ce que ça influence en fait ma façon de vivre, ma perception des choses, etc. Surtout dans l'aspect sexuel, pour ça peut avoir d'autres influences, mais je sens je me sens attirée en fait par cette discipline pour ça, et je trouve ça super intéressant. Donc je me souhaite de réussir là-dedans, de trouver ce que je dois trouver. Je me souhaite de pas me mettre en position de putain c'est moi l'aventurière qui va aller chercher l'information coûte que coûte, la dénicher, etc. et trouver le coupable. Mais je me souhaite de trouver, d'accepter ça, d'accepter que la personne qui est potentiellement victime ne veuille pas regarder ça. Et voilà, je me souhaite d'investiguer, de me former aussi en psychogénéalogie parce que c'est hyper intéressant, c'est un monde. J'ai passé, je pense, sur 2 semaines là, j'ai passé au moins 20 heures à me... Alors je dirais pas que c'est formé parce que je regarde beaucoup de choses par rapport à ça, mais c'est pas une formation directe. Pour moi, c'est de la formation, c'est de l'information qui rentre, c'est de l'apprentissage. Mais voilà, j'ai passé au moins 20 heures, je pense, de ma semaine à consommer de la psychogénéalogie et c'est incroyablement intéressant. Et même pour la thérapie de couple, c'est hyper intéressant de faire aussi une thérapie en psychogénéalogie en fait. Après, je choisirais dans quoi je me spécifie parce que je pourrais pas toucher à tout. Et voilà, en tout cas, je me souhaite vraiment de trouver ce que je dois trouver à cet endroit-là, quoi. Et je vais consulter là bientôt une thérapeute, ça y est, j'ai pris rendez-vous, qui est spécialisée en psychogénéalogie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que voilà, on ne cesse jamais d'apprendre, hein, même si j'ai fait 3 ans de thérapie avec mon thérapeute, que j'ai un autre thérapeute, etc. Chaque thérapeute pour moi, si ça m'attire, je pense aura quelque chose à m'apporter. Donc voilà, je ne m'arrête pas à ce que je sais de moi. Je vais aller chercher un petit peu d'autres choses qui vont peut-être me faire avancer ou pas, mais on verra. En 8, je me souhaite de réussir, alors c'est un peu déjà dit, donc on va passer rapidement. Je l'ai un peu dit avec la danse, etc. Bon, c'était plus centré sur le corps, vraiment de reprendre position de mon corps, etc. Là, ce point-là, il est vraiment plus axé sur l'ancrage à la terre, pas forcément dans le corps, mais réussir à vivre vraiment dans le présent, de sortir en fait de mes angoisses, même si c'est un peu, vous voyez, c'est un peu binaire. Il y a vraiment une partie de moi, ça je l'explique à chaque fois que je traite un peu de ces sujets-là, il y a vraiment une partie de moi qui est lucide sur le fait que il y a des choses que je peux pas contrôler, qu'il y a des choses qui se passent comme ça, que les gens agissent en fonction d'eux, avec toute la systémie, etc. Et pas de moi, que je dois lâcher prise sur beaucoup de choses dans ma vie, etc. Puis il y a une partie de moi qui n'est absolument pas lucide là-dessus dans certains temps de ma vie, et qui fait énormément d'angoisse par rapport à ça. Alors ça se traduit pas par des crises d'angoisse, je fais pas de crise d'angoisse moi. Donc je me souhaite vraiment de réussir en fait à lâcher prise. Je me souhaite vraiment de réussir à être dans le moment présent, et même dans la vie en général, même avec Lise, etc., de réussir à être dans le moment présent, de me connecter à mes émotions dans l'instant T. Ça j'arrive à le faire de mieux en mieux, et j'en suis assez contente. Même encore hier, je suis partie en crise. Alors c'est pas une crise d'angoisse, je dirais pas ça, mais c'est une crise d'anxiété, de colère. Il y a tout qui est mélangé, de colère, d'angoisse, d'incompréhension par rapport à Arthur. Et en fait, j'aurais eu tendance à ce que ça dure plus longtemps que ça habituellement. Et puis là hier, j'ai réussi à me recentrer en fait assez rapidement, et j'ai été hyper fière de moi. Parce que c'est la première fois que j'y arrive aussi rapidement à redescendre, à vraiment arrêter de pleurer, mais pas arrêter de pleurer en me disant arrête de pleurer, ça sert à rien, vraiment en me recentrant à l'intérieur de moi, en me disant attends, qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut contrôler, est-ce que là ça te sert ou ça te dessert de mettre autant d'émotions là-dedans, autant d'énergie, alors qu'en fait tu peux rien faire. Et je suis contente de ça parce que j'ai su me reconnecter au présent
à sortir de mes projections, sortir de mon angoisse du futur, du passé, etc. Parce que je suis beaucoup dans le passé aussi, je suis beaucoup dans le futur, mais je suis aussi beaucoup dans le passé. Et en fait, le présent, je suis pas trop énormément en fait au final. Je vois beaucoup les choses dans le futur, je vois beaucoup les choses dans ma vie, ce que je fais actuellement comme un investissement pour plus tard, etc., etc. Et je suis aussi beaucoup dans le passé pour expliquer les choses, pour comprendre les choses, etc. Mais au final, l'instant T du présent entre les deux, en fait, j'y suis peu. J'y suis de temps en temps, mais j'y suis peu. Donc là, du coup, je pars en voyage et ça, c'est vraiment un truc qui me reconnecte au présent parce que, alors le voyage, moi, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que pour moi, c'était vraiment de l'argent. Les voyages, ça coûte cher, c'est de l'argent qui n'est pas investi pour le futur, n'est pas mis dans la compréhension du passé. Par contre, si ça va être un voyage hyper thérapeutique, je vous en dis pas trop, on verra sur le moment, etc. Mais en tout cas, le fait de voyager là, je mets en tout cas l'attente que ça me reconnecte au présent, déjà de l'organiser, etc. Ça me fait beaucoup de bien parce que c'est vraiment quelque chose pour moi que j'avais envie de faire, mais que je me restreignais un peu, toujours vis-à-vis de ma mère d'ailleurs. Mais là, c'était important pour moi et je me souhaite vraiment de trouver en fait cet équilibre entre cet aspect futur-passé qui est aussi bon, enfin on n'a pas dit que c'était mal, je me dis pas que c'est mal, mais je me dis que des fois ça me servirait plus de me reconnecter plus facilement et plus rapidement au présent que me connecter toujours aux énergies qui sont soit passées soit futures en fait, que je crée dans ma tête. La 9e chose, c'est de continuer mon chemin vers la colère. Mais ça c'est un truc, ça me fait du bien. Alors je vous en ai parlé dans ma vidéo l'angoisse de ma vie. Mais en gros, la problématique, c'était que je ne me mettais jamais en colère. Parce que, justement, je n'étais pas dans l'instant présent. Alors là, oh putain, les deux points sont hyper reliés. Comme je me mets beaucoup dans le passé, que j'explique beaucoup les choses, que je comprends beaucoup les choses, que je fais tout un travail, voilà, pour ne pas me mettre en colère, parce que j'ai l'impression que la colère me dessert, en fait. Je me dis, mais la colère, ça ne sert à rien. Parce que la colère, dans tous les cas, elle m'apportera rien dans le futur. Et ce qui est passé est passé. Donc, en fait, pour éviter de me sentir mal à un instant T, j'ai juste à analyser les choses du passé pour faire si ok ça se passe comme si parce qu'il a vécu ça que maintenant et moi j'ai vécu si donc ça explique que blablabla. Et en fait je touche jamais vraiment ce que je ressens à l'instant T, c'est-à-dire de la colère, parce que des fois j'ai envie d'être en colère, je suis en colère, mais tellement je refoule ma colère, j'ai l'impression que je ne suis jamais en colère et que je ne ressens pas de colère, que je suis un être purement lumineux, sans colère, non je rigole. Mais c'est vrai que j'ai jamais été en touch avec ma colère. Et j'ai vu mon thérapeute il y a pas longtemps, ça je vous en ai parlé dans l'angoisse de ma vie si vous voulez aller la voir. Qui m'a dit mais en fait Clara la colère ça sert à poser ses limites et moi j'ai beaucoup de mal à poser mes limites et surtout à partir quand on franchit mes limites en fait, et me mettre en colère. Et il me dit mais si tu te mets en colère, on te dit pas de lancer des assiettes sur les gens quand tu te mets en colère et tout ça, parce que ta colère t'appartient. On dit pas qu'il faut se mettre en colère contre les gens, mais il faut juste vivre ta colère quand elle arrive, l'accepter et exprimer cette colère en fait sans forcément que ce soit sur les autres. Et j'ai commencé à essayer en tout cas de keep in touch avec ma colère. Et c'est vrai que ça fait un bien fou quoi, de pouvoir poser ses limites, de même arrêter en fait de me prendre la tête avec le fait que je parle toujours bien, que de toujours bien essayer de parler aux gens, etc. Je trouve que j'ai commencé à mettre en colère contre ma mère pendant un moment là. Enfin je l'ai beaucoup envoyé bouler en fait quand je me sentais agressée, quand je me sentais contrôlée, quand je me sentais jugée, sans être méchante ou quoi, mais juste je l'envoyais bouler quoi. Genre là j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie d'écouter ce que t'as à me dire, je me sens bien comme ça donc je continue comme ça, voilà. Tu pourras revenir plus tard quand tu me parleras avec un autre ton, avec un autre jugement. Pour l'instant j'en ai pas envie. Et juste aussi me mettre en colère et réussir à dire je suis en colère contre toi, je suis pas en colère à cause de toi, mais je suis en colère, je ressens de la colère contre toi. Ça c'est un travail que je fais aussi avec Arthur, parce que je le faisais pas, et en fait c'est important de comprendre qu'on est en colère et qu'on a le droit d'être en colère contre les autres, même si ça nous appartient, ça on est d'accord qu'on est responsable de notre colère, hein. Donc il y a tout un travail à faire aussi sur le pardon, la demande de pardon, ça c'est un truc que je travaille en ce moment aussi. Et voilà, donc je me souhaite en fait de continuer là-dedans, dans ce processus de colère, je me souhaite de réussir à trouver ce dosage et pareil cet équilibre en fait du moment présent avec ma colère et de continuer de vivre ma colère. Carrément je me suis créé une playlist sur Spotify pour m'aider à être en colère. Et que si je me mets pas en colère dans les 3-4 jours, je me force à mettre ma fucking playlist là et me dire bon tu prends 3 minutes, tu prends 5-10 minutes, ah vraiment tu vis ta colère quoi, tu l'exprimes, je sais pas, tu danses, tu cries, tu fais ce que tu veux, tu vas dans ta voiture, tu chantes, tu te mets en colère. Mais au moins t'exprimes en fait, parce que ça reste pas à l'intérieur de toi quoi, tu le vis, tu sais que tu le vis, même si t'as pas envie de la voir, tu déclenches les choses pour la vivre en fait, et la sortir de toi. Et en fait d'apprendre à me mettre en colère et d'apprendre à vivre et accepter ma colère, ça me libère aussi d'un poids et d'une culpabilité, parce qu'en fait j'ai une vision de la colère hyper coupable quoi.
Pour moi, les gens qui se mettent en colère, c'est les gens qui tapent, c'est les gens qui crient, c'est les gens qui... voilà. Et je donnais aucune légitimité à des gens en colère, en fait, en face de moi. Et en fait, bah non, c'est une émotion qui est totalement primaire et naturelle chez l'homme et qui est utile, en fait. Je vois pas pourquoi je renierais la colère dans ma vie, chez les autres, voilà quoi. Je fais un travail là-dessus, même si c'est compliqué, mais voilà. Donc je me souhaite de réussir, enfin en tout cas d'évoluer dans ce parcours là. Et en 10, je pense que je vais un peu faire l'éloge de moi-même, voilà. Mais je me souhaite en fait de continuer vraiment d'être moi, de continuer d'être comme je suis, de continuer d'être en perpétuelle quête d'évolution, de croire que tout se règle avec l'amour, de croire que l'amour est vraiment la source de tous les bonheurs et de tous les malheurs du monde aussi, mais qu'en tout cas la vie humaine tourne autour de l'amour quoi. Que l'amour qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit familiale ou qu'elle soit inconnue, on peut aimer un inconnu, hein, on peut apporter de l'amour à un inconnu, on peut apporter de l'amour à un chat, on peut voilà. Mais de rester dans cette innocence, parce que souvent on me reproche ma naïveté, on me reproche le fait que voilà, mais non, et en fait j'ai beau entendre à longueur de journée aussi, parce que depuis que je suis thérapeute, depuis que je fais des accompagnements. Vous voyez, la légitimité, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à me dire que là, je suis thérapeute. Je me considère pas thérapeute, en fait, parce que pour moi, j'ai pas assez d'expérience pour, dire que vas-y, je suis thérapeute. En soi, je le suis, parce que je fais des accompagnements avec des gens. Mais thérapeute, ça veut tout et rien dire. Et en fait, dans thérapeute, pour moi, il y a une certaine notion d'expérience que je n'ai pas encore. Donc, je me sens pas prête à m'appeler thérapeute pour l'instant. Mais en tout cas, je fais l'activité en lien avec de la thérapie. Voilà, je fais des accompagnements, c'est mieux à dire. Mais en tout cas, dans les accompagnements, je vois les atrocités de l'homme, je vois ce qui peut être fait d'un homme à un autre, d'un homme sur l'autre. Et je me dis qu'en fait, beaucoup de fois dans ma vie, j'aurais pu perdre espoir en l'humain, me dire mais ça sert à quoi, le monde il est moche, il est méchant, et vraiment perdre espoir quand mon père s'est donné la mort, etc. Enfin, j'aurais pu vraiment perdre goût à la vie et voilà. Et en fait, j'ai pris le sens inverse, j'ai pris le chemin inverse de ma famille paternelle, parce que ma famille paternelle est une famille très dépressive, très suicidaire en fait, hein. Ma mamie, la mère de mon père, c'était pareil, hein. Et ça, c'est ce qu'on voit en psychogénéalogie aussi, que quand le fardeau est trop lourd à porter, c'est la dernière personne en fait qui subit et qui n'arrive pas à s'en sortir, qui met fin à sa vie quoi. Quand les traumas ne sont pas réglés par les parents, les enfants, etc., que ça se transmet, bah il faut bien une fin en fait, et voilà. Donc j'aurais pu prendre ce chemin-là de la perte de sens, voilà, du pessimisme, etc. Et pas du tout, et je suis très fière d'avoir pris l'autre chemin. Et c'est un chemin que j'ai beaucoup de mal en fait à accepter que les autres n'aient pas. Je prends le cas des amoureux souvent que j'ai eu, qui n'étaient absolument pas passionnés de la vie et qui étaient même vraiment pas dépressifs, mais limite quoi, à chaque fois. Et alors que j'étais vraiment à l'inverse. Donc est-ce que c'est aussi une partie que j'ai en moi que je ne vois pas, que je veux pas voir, parce que quand on va vers des personnes qui ont ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on l'a un petit peu en soi aussi quoi, c'est les principes du couple. Ça j'ai beaucoup de mal aussi avec Arthur par rapport à ça, et c'est très compliqué en fait d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est que moi je suis vraiment passionnée de la vie, et je me souhaite de continuer d'être comme ça, et je me souhaite de rencontrer des gens qui soient comme moi en fait, de réussir à changer quelque chose en moi pour trouver des gens qui sont comme ça. Et voilà, parce que vraiment la vie est plus belle comme ça, dans l'acceptation du bon et du mauvais dans la vie, du désagréable, du plus agréable, des échecs, des réussites, voilà. Et en fait j'ai tendance à aller vers les gens qui sont totalement pas là-dedans quoi, qui voient pas le sens de la vie, qui voient pas de source de quoi que ce soit dans la relation à l'autre, dans la relation amoureuse, dans la relation amicale en fait. En fait ça me saoule d'être avec des gens comme ça. Mais du coup je me souhaite de trouver pourquoi je suis attirée par des gens comme ça. Est-ce que là je suis en train de faire un peu à basculer, parce qu'en ce moment c'est un peu en train de changer ça. Et peu à peu en fait toutes les personnes qui sont comme ça sont en train de sortir de ma vie, je me rends compte. C'est vrai que j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui étaient suicidaires. En fait c'est simple, hein, les personnes les plus proches de moi ont quasiment toutes voulu s'enlever la vie un jour. Et quasiment toutes ces personnes sont sorties de ma vie. Donc je prends ça pour une bonne évolution. J'en suis assez contente. C'était dur hein, de devoir voir partir ces personnes, pas partir vers la mort, hein, mais partir de ma vie quoi. Mais ça veut dire que je suis en train moi aussi d'évoluer là-dessus quoi. Au moins aussi parce que je suis plus en posture de sauveuse, et ça je pense que ça y joue beaucoup quoi. Voilà. Mais en tout cas je me souhaite vraiment de rester moi-même, de garder cette innocence entre guillemets, mais de garder en fait cette passion pour l'homme, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis.
de pas me mettre en posture de sauveur, à vouloir montrer à tout le monde que la vie c'est bien, que la vie c'est chouette, qu'il y a des choses à vivre, que on est là pour quelque chose, parce que j'ai pas du tout envie d'imposer mes croyances, enfin ça j'ai vite compris que ça ne servait à rien, on est d'accord. Mais voilà, souvent ça m'est reproché, souvent on me reproche d'être trop naïve, je sais pas, de voir la vie en rose, etc. Mais pourtant je ne vois absolument pas la vie en rose, c'est ça qui me choque. Alors il y a tout de rose chez moi, ok, mais je vois vraiment la vie en rose et en noir aussi quoi. Et il y a des périodes où je vois beaucoup plus de noir que de rose et l'inverse, et des fois l'inverse. Et en fait je suis ok avec ça quoi. Là depuis janvier les gars, je vis pas une période rose hein. Et c'est pas pour autant que je perds sens à la vie hein. Je pense qu'à une autre période de ma vie, si je vivais ça, si je vivais une rupture comme ça avec Arthur et tout, je pense que je serais tombée en dépression hein. Moi j'ai fait 1 an de dépression dans ma vie. Et plus jamais. Franchement, enfin non, jamais dire jamais parce que la dépression c'est aussi une maladie quoi. Mais pour dire que les personnes qui me disent ça, qui me reprochent ça, des fois genre elles oublient que j'ai pas toujours vu la vie en rose en fait et que si j'ai décidé de la voir comme ça et de rester passionnée par la vie, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher dans ma perception des choses. Et voilà, et je me souhaite de rester comme ça parce que y a que comme ça que je pense que je réussirai à vivre convenablement. Donc je me souhaite, moi je suis très fière de moi en fait. Le truc c'est que je me dis, et genre ça m'émeut beaucoup de pouvoir me dire ça, c'est que genre si je meurs demain, je sais que bon il y aura des petits trucs, des petits détails, ce sur quoi des choses qui sont pas réglées ou sur lesquelles je m'en voudrais d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, ok. Mais dans ma vie actuellement là, je suis ok avec tout. J'ai pas forcément de regrets, j'ai pas forcément de choses qui sont pas réglées avec d'anciennes amies ou des trucs comme ça. Là, si je meurs demain, j'aurais pas grand chose à faire pour me dire que bah voilà ma vie est ok genre. Je pense que juste j'écrirais voilà aux personnes que j'aime etc. Des choses pour le futur, mais en tout cas j'aurais pas, vous voyez, j'aurais pas besoin de faire des lettres à gogo en m'excusant de certaines choses, en avouant des choses que j'ai jamais avouées ou vous voyez genre si je meurs demain, je sais que j'ai déjà quasiment tout dit parce que je suis quelqu'un qui m'exprime énormément, qui exprime parfois trop et parfois on peut me le reprocher. Mais je sais que si je meurs demain, je suis ok avec moi-même en fait et que je peux me dire j'ai eu une belle vie, j'ai fait de mon mieux. Je suis allée au plus loin que je pouvais aller et je pense que je serais fière de moi et je serais contente de moi et je me remercierais quoi d'être moi, d'avoir été moi, de m'être comportée ainsi même s'il y a des choses bah voilà qui m'ont pas plu, que j'ai mis du temps à me pardonner etc. Là à l'heure actuelle je meurs demain, bah ok quoi, ma vie a été une belle vie, j'ai été une bonne personne, j'ai été une personne même genre hyper chouette quoi. Franchement je me trouve hyper chouette, je me trouve hyper intéressante, je me trouve pleine de vie, je me trouve joyeuse, je trouve ma compagnie hyper chouette. Genre moi je suis fière de moi, je suis fière de la personne que je suis fière de la qualité relationnelle que j'offre aux gens, de l'écoute que j'offre, voilà, de juste qui je suis déjà pour moi-même et pour les autres, de qui je suis pour ma fille, de qui j'ai été pour Arthur, même s'il y a des choses que j'aurais pu changer, que j'aurais pu faire autrement, je suis contente de la personne que j'ai été parce que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, avec ma connaissance de cause, avec ma conscience, etc. Et voilà quoi. Donc je me souhaite en fait de toute ma vie rester dans ce champ énergétique-là, de rester dans la conscience que là je fais de mon mieux et j'ai fait ce que je pouvais faire et que j'en suis fière. Je suis contente en fait de vivre comme je vis, d'être la personne que je suis. Vraiment, je pense que déjà je trouve qu'on me le dit pas assez, mais parce qu'en même temps les gens ne se disent pas entre eux, voilà, qu'on est incroyables les uns pour les autres, etc. Ça c'est un truc que j'ai commencé à pratiquer, là j'ai un peu arrêté, mais il faudrait que je reprenne. Mais juste d'être dans la reconnaissance des gens, de remercier vraiment les gens, de verbaliser. Ça c'est un truc que je vois aussi en accompagnement, c'est l'exercice du merci, de remercier les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ont vécu, pour ce qu'ils apportent, etc. Et de le faire aussi avec soi-même quoi. Et j'oublie de le faire des fois dans ma vie. Je le dis aux autres, mais des fois j'oublie. Dans les moments de lucidité comme ça, je suis hyper contente de vivre, enfin j'ai une belle vie et surtout je suis une belle personne. Et ça je devrais me le dire plus souvent quoi, j'en suis consciente mais je devrais me le dire plus souvent. Et me hype un peu. On devrait tous se hype comme ça quoi. Et si vous arrivez pas à vous dire que vous êtes des belles personnes, que vous avez fait votre max et tout, bah je vous souhaite de pouvoir le faire, de faire le travail nécessaire pour atteindre cet objectif quoi. Parce que franchement, je pense qu'il y a que comme ça qu'on arrive à vivre en phase avec soi-même. Moi je pense que je suis hyper en phase avec moi-même, même s'il y a voilà toujours ce duo avec la vidéo l'angoisse de ma vie, avec l'exclusivité, la non-exclusivité, mais là j'ai l'impression de sortir un peu de ce truc, de cette dualité, et de commencer à vraiment accepter que j'ai envie de vivre comme je vis, et que je sois en exclusivité, pas en exclusivité, il faut d'abord que j'apprenne à vivre en phase avec moi-même, avant de me trouver une étiquette ou machin. Même si j'ai beaucoup avancé là-dessus, je pense qu'il me manque un dernier truc là pour être ok avec ça quoi, et trouver vraiment le point final à cette histoire, et voilà. Après bon, le point final de toute façon c'est l'acceptation de soi, peu importe ce qui se passe, mais voilà, mais je devrais plus me dire, et vous devriez plus vous le dire aussi. Voilà. Après je pourrais faire une vidéo là-dessus, ce serait intéressant je pense. Vous voyez, depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'avoir un carré, là,
avec mes cheveux comme ça là, et je fais que me regarder et je trouve ça trop beau. Là j'ai pour projet de me couper les cheveux aussi bientôt, donc on verra, mais après je voulais couper ça quoi, enfin juste les pointes. Mais c'est possible que je coupe plus, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est une vidéo qui m'a remonté beaucoup le moral, je sais pas pourquoi, mais je me sens bien là d'avoir fait cette vidéo. Pourtant j'ai peiné à la faire, hein. Il est déjà 15h, j'ai peiné à la faire, j'avais trop la flemme et tout. En fait, je suis hyper contente, ça m'a grave remonté le moral. Ça m'a grave mis en phase de lucidité là dans ma vie. Puis tout à l'heure je regarde le soleil qui va sur mes rideaux roses et je trouve ça vraiment trop beau. Genre je suis trop reconnaissante d'être dans un appart comme ça, là j'ai mes nouveaux meubles et tout, genre je me trouve trop bien, je suis épanouie quoi. Je suis épanouie alors que je pleure tous les jours en ce moment, mais vous voyez le paradoxe d'aimer la vie quand même, d'aimer sa vie, enfin bref, voilà. Bon j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant pour vous parce que, bon voilà, comme d'hab on parle de moi quoi. J'espère que vous trouvez aussi votre bonheur dans mes vidéos et dans moi qui parle pendant 1h30. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire et puis voilà. Merci de regarder ma vidéo, merci de me suivre, voilà. À la semaine prochaine, ciao ciao.